Les accusations fusent alors que la guerre de la Russie en Ukraine fait rage. Pékin exprime sa propre version des coupables. L'infiltration de Pékin s'étend considérablement à travers l'initiative Ceinture et Route de la Chine. À quoi ressemblait la Chine avant la prise du pouvoir par le Parti communiste? Les spectateurs d'un théâtre à Nantes ont pu en avoir un aperçu. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Depuis près de 2 semaines, des troupes et des véhicules russes marchent sur le sol ukrainien, et les accusations fusent sur ce qui a conduit le conflit à la guerre. Le régime communiste chinois accuse l'OTAN et les États-Unis d'avoir poussé les tensions entre la Russie et l'Ukraine à un point de rupture. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a fait cette remarque mercredi. Les États-Unis ont exhorté Pékin à condamner l'invasion de la Russie. Mais le porte-parole chinois a décrit la situation différemment, affirmant que les États-Unis ont critiqué la position de la Chine sur l'Ukraine et auraient, je cite, discrédité la Chine avec des mensonges. Le volume des échanges entre la Chine et la Russie a atteint près de 150 milliards de dollars l'année dernière. Donc toute sanction à l'encontre de la Russie pourrait également nuire à la Chine. Mais d'un autre côté, la Russie pourrait être contrainte d'augmenter ses échanges avec la Chine pour faire face aux sanctions occidentales, ce qui profiterait à la Chine dans des domaines comme l'énergie et l'agriculture. Plus d'1 million d'Ukrainiens ont fui leur maison, tandis que d'autres, bloqués dans le pays en guerre, manquent de nourriture et d'eau potable. La Chine n'a pas condamné l'invasion de la Russie, mais de l'autre côté, elle envoie de l'aide à l'Ukraine. La Croix-Rouge chinoise va envoyer une aide de près de 800 000 $. Les États-Unis ont déjà envoyé plus de 300 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Et la Maison-Blanche demande plus au Congrès. Elle prévoit d'envoyer 10 milliards de dollars d'aide humanitaire. En comparaison, Taïwan a envoyé 27 tonnes de fournitures médicales. Et la présidente de l'île, Tsai Ing-wen, a également fait don d'1 mois de son salaire, soit environ 17 000 $. Les autres hauts dirigeants taïwanais ont fait de même. L'ambition du régime communiste chinois va bien au-delà des frontières du pays. Elle semble couvrir au moins 3 continents, 6 corridors économiques et plus de la moitié de la population mondiale. L'initiative Ceinture et Route de Pékin est de loin le projet d'infrastructure le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Mais profitera-t-elle vraiment au monde entier, comme le prétend la Chine? Jetons-y un coup d'œil. En 2013, le dirigeant de la Chine communiste, Xi Jinping, a dévoilé un ambitieux plan d'intégration économique mondiale. Ce plan est devenu connu sous le nom d'initiative Ceinture et Route, aussi appelée Nouvelle Route de la Soie. Let this project of the century benefit people of all countries. Le Parti communiste chinois dépeint l'initiative comme un programme pacifique bon pour tous. Mais est-ce bien le cas? Ces dernières années, le projet s'est heurté à des obstacles croissants. En effet, ses détracteurs, notamment aux États-Unis et en Europe, craignent que la Chine ne cherche en réalité à accroître sa puissance mondiale. En quoi consiste exactement l'initiative Ceinture et Route? En apparence, cette initiative de plusieurs milliards de dollars est le projet d'infrastructure le plus coûteux de l'histoire. Elle est souvent décrite comme un plan Marshall chinois. Le projet se compose d'une ceinture de couloirs terrestres et d'une route maritime de voies de navigation. De l'Asie du Sud-Est à l'Europe de l'Est et l'Afrique, le projet inclut plus de 70 pays, plus de la moitié de la population mondiale et un quart du PIB mondial. Il s'agit principalement d'un programme soutenu par l'État chinois visant à financer des infrastructures dans le monde entier, principalement dans les domaines de l'énergie et des transports. Par rapport aux investisseurs privés, les prêts de la Chine sont souvent plus généreux. Parmi les principaux clients figurent l'Iran, le Venezuela et l'Afrique du Sud. Mais en réalité, l'initiative est devenue assez controversée. Beaucoup ont critiqué le programme en le qualifiant de diplomatie du piège de la dette. Le rapport d'un think tank a révélé que dans 8 pays, les prêts du projet Ceinture et Route ont déjà augmenté le risque de surendettement. Et parmi les principaux clients de la Chine en Afrique, une majorité est déjà en situation de surendettement. Le Sri Lanka, une nation insulaire d'Asie du Sud, a loué un port à une entreprise chinoise pour près d'1 siècle après avoir eu du mal à rembourser ses dettes. En outre, dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, les entreprises chinoises dominent le secteur de la construction dans les pays partenaires au détriment des entrepreneurs locaux. Cela semble en contradiction avec la rhétorique officielle selon laquelle le projet est ouvert à la participation mondiale. Ce projet a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'initiative serait motivée par d'autres facteurs, comme la nécessité pour la Chine de lutter contre les capacités excédentaires sur son territoire. D'autres craignent que la Chine n'exporte son modèle politique. Traditionnellement, la Chine doit importer et exporter de nombreux matériaux et produits. Mais les voies de navigation doivent passer par les alliés des États-Unis ou à proximité. Cela rendrait l'économie chinoise vulnérable à un blocus naval.
L'initiative Ceinture et Route peut réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis de ses voies de navigation. Mais l'initiative ne concerne pas uniquement le commerce. L'Asia Society Policy Institute indique dans un rapport que le projet a un double objectif pour Pékin, commercial et militaire. Dans la région Indo-Pacifique, certains pays en développement ont un besoin urgent de financement et de développement des infrastructures. C'est là que Pékin est venu combler le vide, mais de nombreux projets qu'ils ont construits là-bas ne sont pas commercialement viables. Comme le port du Sri Lanka qui n'a pas réussi à faire de bénéfices pendant des années. Et un autre port au Pakistan qui n'a pas réussi à attirer de navires commerciaux. Les experts s'interrogent, si ces projets de Pékin ne sont pas motivés par une logique commerciale, alors par quoi le sont-ils ? En 2017, la Chine a établi sa première base militaire à l'étranger à Djibouti, un pays de la Corne de l'Afrique. Selon les analystes, presque tous les ports et autres infrastructures de transport peuvent être à double usage, commercial et militaire. En 2018, la Chine a lancé 2 tribunaux internationaux à l'intérieur du pays, à Shenzhen et à Xi'an. Ils servent à résoudre les litiges commerciaux liés à l'initiative Ceinture et Route. Mais les critiques remettent en question l'indépendance du système judiciaire chinois qui répond traditionnellement au Parti communiste. Ils craignent que les tribunaux ne favorisent les entités chinoises au détriment des entreprises étrangères. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, nous nous tournons vers un aperçu de l'ancienne culture chinoise. À Nantes, des gens d'horizons différents ont fait les éloges d'un spectacle de danse classique chinoise appelé Shanyun. Vraiment, c'est un spectacle grandiose que je peux conseiller vraiment à toute ma famille, à tous mes amis. C'est d'un niveau exceptionnel, enfin, c'est vraiment la perfection, oui. Ce spectacle redonne vraiment une dimension, la véritable dimension de la Chine depuis des millénaires. C'est extraordinaire. Je suis allée voir énormément de spectacles en région parisienne de par mon métier. J'ai rarement vu des performances telles que ce que j'ai vu ce soir. C'est exceptionnel. Ah, beaucoup d'émotions, de la joie, parce que c'est vraiment, ils mettent de la joie dans nos cœurs. Ça donne en ce moment, avec ces problèmes de pandémie et de problèmes que nous avons tous autour de nous, ça donne vraiment de la joie au cœur. Je les remercie vraiment sincèrement. C'est un spectacle proche de la perfection. On imagine derrière les heures et les heures d'entraînement. C'est sans surprise. Je crois que c'est réglé comme du papier à musique, que tout est parfaitement cadré au départ. C'est un merveilleux spectacle. Ça change totalement l'idée qu'on aurait pu se faire aujourd'hui de la Chine. Voilà, ça remet les choses en place, ça redonne une valeur. Avec ce monde qui va très vite, revenir à des choses anciennes et de la rigueur et des histoires anciennes, c'est bien. Il faut garder ça. C'était une forme de morale, si on peut dire, qui mettait en avant le bien par rapport au mal. C'était ça en permanence. La gentillesse, la tendresse, toutes ces valeurs, l'altruisme aussi. J'ai ressenti au fond de moi cette espèce de Dieu et de tout ce qui peut nous entourer. Et j'espère que vraiment autour de nous, le monde va s'apaiser. Nous avons besoin de la paix. Et ils ont apporté la paix ce soir. Je pense qu'on oublie tous ces soucis, on regarde et on admire. Donc oui, bien évidemment, tout ce qui peut apaiser l'âme et contribuer à la guérison du corps. Depuis la Cité des Congrès de Nantes, NTD News. Shanyun va continuer à se produire en France, à Montpellier, Nice, Roubaix, Tours et Paris. Et la dernière représentation se fera au début du mois de juin à Montpellier. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.